Bienvenue sur Terre, ma grande. C'est l'horreur, tu vas te régaler. Ah, c'est pas faux. Non! Non! Oh, punaise, oui! Pas ça! Non! Dites mon nom. Je vais appeler Internet et leur demander de me faxer les numéros de téléphone de toutes ces femmes. Merci. Écoutez, je dirai pas loin, comme ça, si c'est l'apocalypse ce soir, bip bip. Bonjour, c'est Clémence. Bienvenue dans We Love Série, le podcast signé We Love Cinéma qui s'intéresse aux séries cultes d'hier et d'aujourd'hui. Dans la collection du moment, on analyse The Office, la série culte de NBC. Et comme d'habitude, on prend notre temps pour creuser le sujet sur plusieurs épisodes. La semaine dernière, on a parcouru la galerie des personnages principaux. Aujourd'hui, on s'intéresse à toutes les personnes de l'autre côté de la caméra, à commencer par Ricky Gervais, le papa de la série originelle. Mais pas seulement. On parlera aussi, bien sûr, du showrunner Greg Daniels, qui a eu la lourde charge d'adapter la série dans sa version américaine. Et puis, on s'intéressera au reste de l'équipe et au cast. À mes côtés, pour explorer les coulisses de la série, j'ai le plaisir de retrouver Stéphane Moïsakis. Salut Stéphane. Salut Clémence. Et Julien Dupuis. Salut Julien. Salut Clémence. Alors, on l'a évoqué dans le premier épisode de cette collection. Avant d'être une série américaine, The Office, c'était d'abord une série britannique. Ça, c'était le générique de cette série. Cette série créée par Ricky Gervais et Stephen Merchant. Donc, on va faire un tout petit peu d'histoire. Ces deux-là, ils se sont rencontrés à l'époque où Merchant a été embauché comme assistant de Ricky Gervais dans la radio où il travaillait. Ils travaillaient tous les deux dans la station de radio XFM. Aucun des deux, à l'époque, n'avait d'expérience dans la télé. Et Ricky Gervais s'amusait à jouer un personnage de manager incompétent pour faire rire toute l'équipe sur place. Et c'est de ce personnage qu'ils se sont inspirés tout d'abord pour réaliser un court film d'une 20aine de minutes. C'est Merchant qui l'a réalisé. Ça s'appelait City Boss en 98. Et c'était dans le cadre de la formation de Stephen Merchant en tant que producteur pour la BBC. Et puis, l'idée fait son chemin et finalement, le 9 juillet 2001, The Office UK arrive et diffusé. Le premier épisode est diffusé sur BBC Two. Au total, il y aura 12 épisodes de 29 minutes, 2 épisodes de 45 et la diffusion s'achèvera le 27 décembre 2003. Avec un Christmas special. Ouais. Dans lequel, finalement, les personnages de cette team, en fait, et pas Jim dans cette version, et Dawn, je crois, en fait, pour Pam, finissent par se mettre ensemble. Mais c'était vraiment l'enjeu de tout le truc, puisque en fait, il y avait cette notion que, au-delà du boss et tout ça, etc., le cœur, en fait, de The Office, pour Ricky Gervais, c'était cette histoire d'amour. Ce qui est très étrange, parce qu'on n'a pas du tout, c'est pas le sentiment, mais c'est ce qui fait que, à mon sens, la série reste aussi auprès des gens, quoi. Donc, oui, il y a ça. Le truc avec Ricky Gervais, c'est que là, aujourd'hui, maintenant, c'est une superstar, en fait, Stephen Merchant, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup aussi, qui est vraiment, notamment, c'est un comédien assez brillant parce qu'il fait une voix dans Portal 2, en fait. C'est un jeu vidéo, c'est très spécifique, mais il fait un personnage. En fait, les gens qui ont joué à Portal 2 connaissent ce personnage, c'est Whitley, qui est une intelligence artificielle totalement névrotique, et il est absolument génial. Donc c'est peut-être que certains de nos auditeurs le connaissent à travers ce jeu-là, quoi. Voilà, en tout cas, moi, je sais que c'est un des rôles que je cite, en fait, pour Stephen Merchant. Mais oui, Ricky Gervais, c'est quelqu'un qui a une approche de la comédie très noire, en fait, très, pragmatique, lui aussi, en fait. C'est quelqu'un qui se définit comme un athée, très spécifiquement, quoi. Et qui, a une approche vraiment à chaque fois même quand il est très très caustique, par exemple, on le connaît aussi sur ses présentations des Golden Globes, en fait, où il s'attaque vraiment de manière très très caustique aux stars, en fait, qui sont présentes. Et c'est son humour, en fait. C'est vraiment l'humour sa marque de fabrique. C'est ça. Ouais. Et en fait, mais c'est très réfléchi.
C'est-à-dire comme tout, parce que la stand-up, ça a l'air très naturel quand tu sors le truc comme ça et tout, mais au contraire, c'est très, très écrit, très, très pensé, et ça se ressent, en fait, dans, voilà. C'est pour ça qu'il y a une grande qualité d'écriture aussi dans The Office, en fait, qui, moi, va se perdre un peu, je trouve, dans les autres séries qu'il va faire, et ce genre de choses. Pas toutes, hein, mais je pense qu'il délaye un petit peu dans ses films aussi, parce qu'il a fait des longs métrages. C'est pas forcément quelqu'un qui a une structure, qui a un travail sur la structure, en fait, narrative, mais par contre, c'est quelqu'un qui a un très bon sens de l'observation, et qui, en fait, voilà, est capable de dresser des portraits, en fait, de personnages très, très fins, très, très bien pensés, et encore une fois, très pragmatique dans la façon de les définir et de les représenter, quoi. Il a peut-être pas une bonne idée de la structure, Ricky Gervais, c'est vrai, je te rejoins sur les films, mais je trouve qu'il a toujours des idées de base qui sont super. Moi, par exemple, The Invention of Lying, c'est pas un film que j'aime beaucoup. Je trouve que ça fonctionne pas trop, mais je trouve que le pitch, il est super. Et je trouve que ce qu'il essaye de raconter avec ce pitch-là est excellent. Il y a un côté, par exemple, chez Ricky Gervais, extrêmement militant sur le côté athée. Et la façon qu'il a de le travailler à travers la comédie, je trouve ça formidable. Enfin voilà, il y a un truc là-dedans qui en fait, lui, ça l'habite, je pense, ça. Et je sais pas exactement pourquoi, mais voilà, ça l'habite. Et le truc, et Stéphane parlait de son sens de l'observation. Il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est que Stéphane Marchand et Ricky Gervais, ils ont travaillé eux-mêmes dans des bureaux, en fait, parce qu'ils ont galéré, ces deux mecs-là et tout, avant de percer, et qu'ils ont beaucoup travaillé dans des bureaux. Et ça se sent, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un côté dans le The Office anglais qui va se perdre, je trouve d'ailleurs dans l'office américain, revanchard. Il y a un truc de haine. Il y a un truc où on se dit, ces mecs-là, ils ont bouffé tant de temps de notre vie, on va les faire payer, quoi. Parce que c'est pas possible, en fait, de perdre sa vie là-dedans. Et c'est le truc aussi, du coup, qui est porté, à mon avis, dans la série anglaise, qui est très... elle est malaisante et glauque, faut le savoir. Moi, j'adore cette série, mais elle est malaisante et glauque. Ils te vont dans les trucs. Moi, des fois, il y a certaines fins d'épisodes, notamment quand il y a des trucs sexuels, par exemple, qui rentrent en ligne de compte, etc. Je sais pas, c'est comme si quand tu vois un épisode de striptease qui te fout mal à l'aise. Enfin, je veux dire, il y a un truc comme ça, quoi, où tu te dis, c'est probablement pas faux. Mais je veux pas le savoir. Mais d'ailleurs, ce que tu dis, c'est très intéressant, parce que l'un des trucs que raconte Stéphane Marchand, en fait, qui est assez intéressant sur l'idée même que The Office, personne ne savait vraiment comment prendre, la série, c'est que il était dans un train et il a entendu deux voyageurs en train de parler de la série. Il y en a une qui dit à l'autre, est-ce que tu as vu ce documentaire sur ce groupe de gens qui travaillent dans un bureau? C'était très drôle. Et sa compagne de voyage lui répond, mais je crois pas que c'était un documentaire, je crois que c'était une série. Et là, l'autre lui dit, du coup, c'était moins drôle finalement. Et Stéphane Marchand te raconte ça en disant, c'est marrant en fait, parce qu'on s'est dit, on les a eus. On les a blousés, en fait. Et mine de rien, c'était presque un exploit, parce qu'il faut savoir que, et Marchand le reconnaît lui-même, ils savaient ce qu'ils voulaient faire, mais ils avaient littéralement zéro conscience de comment le faire. C'est-à-dire qu'en gros, ils avaient un chef-op, ils avaient des trucs comme ça, etc., etc. Mais en gros, ils ont vraiment, vraiment, vraiment beaucoup tourné sous tous les angles. Ce qui fait que d'un seul coup, en fait, la BBC les a appelés, leur a fait, mais vous avez... Enfin, à la post-prod, ils ont dit, mais vous avez trop de cassettes, en fait, on peut pas tout gérer, en fait. Il faut que vous choisissiez ce que vous allez tourner, parce qu'ils tournaient vraiment sous tous les angles pour être sûr de pouvoir monter, etc., etc. Et du coup, voilà, c'est vraiment une série qui est, aujourd'hui classique, mais qui s'est faite, à l'arrache, entre guillemets, quoi. C'est-à-dire qu'ils savaient pas vraiment exactement, ils savaient ce qu'ils voulaient raconter, ils savaient le ton qu'ils voulaient employer, mais comment l'obtenir, ils n'avaient pas forcément ces consciences-là. Et c'est quelque chose, je trouve, qui finalement se ressent dans c'est-à-dire vraiment cet apprentissage au fur et à mesure, et ce qui rend le truc très cru, très, pris sur le vif, ce qui en plus à l'époque n'était pas forcément aussi... C'est pensé comme un reportage, c'est-à-dire de série télé, enfin pas de série télé, c'est comme un reportage, on va dire, on va suivre deux personnes. Un documentaire. Voilà, d'ailleurs, il y a une anecdote comme ça, il y a un épisode où je crois que c'est le personnage de Stanley qui essaye d'éviter à tout prix de croiser un autre personnage pour se rendre aux toilettes. Et avec le découpage, la façon dont les bureaux sont disposés, ils ont fait vraiment des tests avec le caméraman pour s'assurer que le type pouvait le suivre en permanence et qu'au niveau du timing, ça marchait et que c'était cohérent. Là, tu parles de la série anglaise ou de la série américaine? Là, je parle de la série américaine. Ouais. Mais de toute façon, voilà, le cœur c'est ça, il faut le dire, en fait, le cœur de The Office version américaine s'appelle An American Workplace. C'était le premier titre avant que ça s'appelle finalement The Office US, quoi. Il est là, il est dans le truc. Et la question, c'est comment adapter vraiment, en fait,
ce qui est universel, on va dire, dans The Office, version anglaise, au public américain. Et c'est là où rentre, en fait, Greg Daniels en ligne de compte, parce qu'il y a beaucoup de gens, en fait. Enfin, lui, il est le premier à avoir vraiment dit je sais comment faire. Et la réponse de Gervais, c'était je sais comment. Je travaille sur des remakes de séries. Et Ricky Gervais lui fait oui, mais comme tout le monde, en fait, t'es pas le seul, en gros. C'est son côté un peu, sa répartie un peu cinglante, en fait. Ce qui est pas faux, en fait, en même temps. Ce qui est assez, encore une fois, pragmatique, en fait, dans sa vision des choses. Parce que, effectivement, en fait, en gros, aux États-Unis, toutes les idées sont bonnes à prendre. Donc, en fait, les remakes, il y en a des tonnes. Généralement, c'est très, très mal vu. Il y a des séries, en fait, anglaises qui ont été transposées dans les années 70 et 80, en fait, mais que les Américains ne savent absolument pas que ça venait, en fait, de séries anglaises. Il y a une série originale. Voilà, c'est ça. Alors que là, The Office, ça se savait. C'est-à-dire que c'est quand même suffisamment connu, c'est en anglais, évidemment, donc voilà, pour que, en fait, d'un seul coup, il y ait une partie du public américain qui le sache. Et toute la question se posait à ce moment-là, c'est-à-dire de comment est-ce qu'on va adapter ça, parce que forcément, on part perdant. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut se souvenir que The Office de la version anglaise de Ricky Gervais a été... Stéphane parlait de classique, mais ça a été immédiat. C'est-à-dire que la reconnaissance, en tout cas critique, elle a été immédiate. Vraiment. Hein. Et je pense que c'est aussi dû à l'âpreté, en fait, de la série. C'est que c'est une série qui fait pas de concessions là-dessus, quoi. Et du coup, qui n'est pas confortable. Non, non, pas du tout. Il y a un truc qui est intéressant par rapport à ce qui va se passer avec la série américaine, c'est que, notamment, la lumière est très basse, en fait, dans la série anglaise. Ils avaient sciemment baissé, en fait. C'est un peu sous-exposé, en fait. Et ça te donne un truc de façon inconsciente, mais extrêmement malaisant, en fait. T'es pas bien. T'as l'habitude, en fait, de voir des plateaux, surtout à la télé, qui sont surexposés. Et notamment, pourquoi ? Parce que quand tu surexposes, tu gommes... La caméra a une capacité à nettoyer les choses. Mais elle a aussi une capacité à nettoyer les choses parce que souvent, c'est très éclairé. Donc, par exemple, surexposer un tout petit peu les peaux, l'épiderme, en fait, des comédiens, permet de gommer les défauts cutanés, en fait. Les points noirs, tous les petits trucs. Si tu es tu baisses en luminosité, la tour jaillit. Tout revient. Et puis en plus, il y avait une colorimétrie, c'était presque monochrome en fait, hein, la série anglaise. Hein. Et c'est vrai que c'est aussi à mon sens qui la rendait l'expérience quasi. C'est quelque chose dont j'ai déjà parlé sur les précédents épisodes, mais presque métaphysique. C'est-à-dire que c'était un truc, le The Office de Ricky Gervais, je pense, qui avait ce côté d'une part revanchard sur l'expérience qu'ils avaient vécue, une satire de ce qui pouvait vraiment se passer dans les bureaux, il y a de ça. Mais je trouve qu'il y a un truc métaphysique, un truc où tu te dis, voilà, t'as une vie, t'as tant de temps à vivre comme ça sur la planète Terre, la majeure partie de ta vie, potentiellement, tu vas la vivre comme ça, avec ces gens-là. Et il y avait un truc de condamnation totale, en fait, de ce milieu-là. C'est-à-dire que contrairement à ce qui va se passer avec la version américaine, il n'y a rien à en tirer, pour moi, hein, de ce truc-là, à part cette histoire d'amour central. Mais l'histoire d'amour central, qu'est-ce que c'est, finalement ? C'est vous passez au-delà de tout, parce que finalement, ce qui compte, c'est ça, en fait. C'est pas avoir de l'avancement, c'est pas plaire à ce connard de supérieur, c'est pas tout ça. Finalement, ce qui compte, c'est ça, en fait. Et alors que ça va être un moteur, je trouve, beaucoup plus basique, finalement, dans la version américaine. Et dans la version anglaise, en fait, la façon dont c'est traité, par exemple, c'est ce que je disais, c'est dans le Christmas Special qu'ils finissent ensemble, en fait, Tim et Dawn. Alors que dans la série, en elle-même, non. Il y a un moment donné où c'est hyper, dur, parce que, en gros, il finit, en fait, par se dire, OK, je vais aller la voir et je vais lui dire. Il se lève. Il part, en fait, la caméra le suit pas vraiment, mais on le voit au loin, et en fait, on n'entend plus le son parce que le micro n'est plus là. Et en gros, on sait pas ce qu'ils se disent. Et il revient, et il se rassied, en fait, à son bureau, et il fait, au fait, elle a dit non, en fait. Et en gros, c'est un truc très, c'est rude. Voilà. C'est pour le spectateur, tu regardes ça, tu fais, ah ouais, d'accord, en fait, ils vont pas finir ensemble. Et tu crois vraiment, en fait, qu'ils vont pas finir ensemble. Et ça a toujours été le but de Gervais et Merchant, en fait, qu'ils finissent ensemble, parce que sinon, il n'y a pas d'intérêt, en fait, à raconter une histoire d'amour comme ça. Mais c'est le Christmas Special qui englobe tout ça et qui finit par donner, on va dire, une issue positive, même si, bon, c'est pas forcément non plus, c'est pas hyper joyeux pour autant, quoi. Mais on pourrait limiter ça à ça, enfin, je sais pas si vous êtes d'accord tous les deux avec ça, mais en disant que la version anglaise, c'est une condamnation radicale, en fait, de ce mode de vie, en tout cas, de cette soumission que tu peux avoir à ce mode de vie.
là où la version américaine, c'est on va te montrer comment tu peux trouver du bonheur dans ce mode de vie. Et c'est mine de rien complètement différent en fait. C'est radicalement différent. Et je pense que c'est pas un hasard si ça a été fait en Angleterre le premier et aux États-Unis le second. Il y a un truc qui est marrant en fait, et apparemment ça vient de Ricky Gervais en plus. C'est que dans une des réunions en fait d'écriture au tout début quand Greg Daniels a commencé à s'emparer en fait du remake, il leur a dit un truc sur Michael Scott. Il leur a dit Michael Scott, votre dirigeant à vous, il faut qu'il ce soit un bon vendeur en fait. Parce que vous aux États-Unis, si c'est pas un bon vendeur, il serait viré, il serait licencié en fait. Alors qu'en Angleterre, un mauvais vendeur peut rester à ce poste en fait encore très longtemps. Alors je suis pas sûr que ce soit aussi clair que ça, mais il n'empêche que là vraiment tu vois qu'il y a une différence en fait sociétale. Ça vient de l'expérience aussi de Ricky Gervais. Ricky Gervais racontait que quand il a connu Stephen Merchant, en fait, il lui a dit bon écoute, moi je suis là, je suis à mon poste, t'es mon assistant, je t'engage, mais je t'engage à une condition, c'est qu'en fait tu me back. Moi, je suis là, en fait, je sais pas ce que je fais. Donc, en fait, tu viens, tu me back et je te back. Tu vois, en fait, en gros, c'était toute l'idée. Donc, en fait, je pense que ils ont cette approche. Déjà, ils aspiraient tous les deux à autre chose, de toute façon. Et c'est leur vision, en fait, si tu caches suffisamment bien ton jeu, tu peux, en fait, faire une vie, travailler dans un bureau et faire croire que tu as ces compétences-là. Et effectivement, aux États-Unis, où en fait ça, socialement le système de fonctionnement est complètement le milieu du travail est complètement différent. Tu peux te faire virer t'as 2 semaines et tu te fais virer. Enfin voilà, c'est pas incohérent en fait. C'est cette approche là. Le truc aussi qu'il faut dire peut-être sur la transposition directement aux États-Unis, on en a un peu parlé dans les épisodes précédents, mais c'est important de le souligner, c'est que le premier épisode, notamment le pilote en fait qui a été tourné vraiment en amont par rapport à la série, c'est verbatim en fait le scénario du pilote de The Office UK. Il est retransposé vraiment mot pour mot. Voilà, et en fait ils se sont dit, c'est là où ils se sont dit il y a des problèmes. C'est-à-dire il y a des gens, le pilote existe, on peut le voir, vous pouvez faire la comparaison entre les deux, c'est assez intéressant. En termes de tonalité, c'est moins dur quand même, la version américaine. Parce que Steve Carell n'est pas Ricky Gervais, voilà. Voilà, il n'a pas cette acidité. Ah non, pas du tout. Mais toute l'idée en fait derrière ça, c'est que en gros, même là en fait, alors des trucs divergent. Moi, je sais que il y a des gens qui ont travaillé sur la série américaine qui disent s'ils ont fait ça, c'est probablement du fait d'un contrat avec Ricky Gervais pour qu'il refasse le pilote de la même manière. Ricky Gervais de son côté dit non. En fait, il fallait qu'ils prennent leur distance avec ce qu'on a créé pour faire leur propre version, et ce qu'ils vont finir par faire de toute façon dans le reste de la saison, quoi. Gros challenge de casting aussi, mine de rien, pour trouver le bon Michael Scott, mais aussi tous les autres comédiens. Et c'est assez marrant parce que comme c'est assez documenté sur Internet, on peut voir en fait les bandes de tests en fait de casting en fait des gens qui ont, et il y a pas mal de gens connus. Il y a Seth Rogen notamment qui a été dans qui a été pressenti, enfin en tout cas qui a candidaté pour Dwight en fait. Pour Dwight, ouais, Bob Odenkirk en fait qui était dans Breaking Bad, qui a pendant très longtemps failli être le comédien qui allait jouer Michael Scott. Enfin voilà, il y a tout un casting. Le cast, on va revenir dessus dans un instant, mais avant ça, c'est important de parler du showrunner de la série américaine, Greg Daniels. Donc, c'est lui qui a eu la charge très lourde de faire cette adaptation pour que ça plaise au public américain. Et à NBC. Quand il se lance dans ce projet-là, il a déjà une solide carrière derrière lui à la télévision. Il a passé 3 ans au Saturday Night Live de 87 à 90. En 92, il coécrit un épisode de Seinfeld intitulé... Vous savez lequel c'est ? Non. C'est l'épisode du parking, The Parking Space, qui a été diffusé pendant la 3e saison. Petit rappel, notre toute première collection portait sur Seinfeld. Si vous voulez la réécouter, elle est disponible à la réécoute sur wheelofserie.bnp Paribas. Et puis donc, Greg Daniels, il travaille sur Les Simpsons par la suite, puis sur King of the Hill, Les Rois du Texas en français. C'est une série d'animation qu'il co-crée avec Mike Judge, le papa de Beavis et Butthead. Tout à fait. Alors, il y a 2 choses en fait sur lesquelles Ricky Gervais a décidé de partir avec Greg Daniels. C'est deux raisons spécifiques. L'idée en fait que Greg Daniels parlait tout le temps de l'histoire d'amour, c'est-à-dire vraiment que c'était et qu'il avait compris que c'était le cœur en fait de la série. Et aussi, apparemment, un épisode des Simpsons que Merchant et Ricky Gervais aiment beaucoup, qui était un épisode où Homer se retrouve en fait
par sa gourmandise, en fait, je crois que je sais plus c'est quoi exactement le truc, mais il va pour prendre un bonbon qui est sur les fesses d'une travailleuse, quelqu'un qui travaille avec lui, une collègue. Et en gros, il se retrouve dans une histoire d'harcèlement, sexuel. Et totalement faussé parce que lui, il avait juste envie de prendre le bonbon, quoi. Et en gros, c'est un épisode qui avait beaucoup fait rire Gervais et Merchant parce qu'ils se sont dit, ouais, ça ressemble à The Office, en fait. C'est un truc, en fait, qu'on aurait pu écrire, en fait. Et donc, ils se sont dit, lui, il comprend, en fait, ce qu'on veut faire et ce qu'on a voulu faire. Et donc, ça fait sens, en fait, de lui proposer, en fait, d'aller avec lui dans cette direction-là. Alors, Greg Daniels, il a failli quand même passer à côté. Hein. Son agent lui avait envoyé la cassette de The Office, version britannique, et il trouvait que le titre n'était pas super excitant. Donc, il a mis la cassette de côté. Il a quand même fallu que son agent menace d'offrir cette opportunité à quelqu'un d'autre pour qu'il la regarde finalement. Et bon, à partir du moment où il le visionne, là, c'est le coup de foudre. Il adore et il décide de se lancer. Mais le truc peut-être avec Greg Daniels, c'est que lui, c'est vraiment pour le coup, c'est le cœur battant en fait de la série. Enfin, quand tu vois tous les membres de l'équipe qui en ont parlé, c'est lui qui ramène le directeur, le chef opérateur de Survivor, la série, sur la série en fait pour retrouver le côté faux documentaire, par exemple. C'est lui qui impose que on avait déjà parlé dans un premier épisode, mais il y ait ce travail en fait en début de journée, tous les comédiens en fait soient dans le personnage, à l'intérieur du décor et qui travaillent comme s'ils travailleraient en fait dans un véritable bureau. C'est lui aussi qui impose que je crois qu'il y avait que 2 ou 3 membres en fait de l'équipe qui étaient sur le plateau même. Eux, ils étaient à côté dans une petite salle, mais ils étaient vraiment en autarcie. Enfin, c'est une expérience de filmage tout à fait particulière. Et c'est lui en fait qui va aussi dans son équipe de scénaristes essayer de trouver, ou en tout cas les pousser en fait à prendre des rôles et à jouer eux-mêmes en fait, à être partie prenante de l'expérience. Du coup, il va y avoir un échange comme ça dans la conception de la série entre les scénaristes, les comédiens, et la frontière va vraiment se brouiller. Et ça, c'est aussi un truc qui va être vraiment intéressant, enfin qui va être vraiment poussé en tout cas. Et ça va même encore plus loin parce qu'il y a par exemple l'actrice qui joue Phyllis, qui s'appelle Phyllis aussi. C'était pas une comédienne à la base, non, en fait. C'était, voilà. Mais en fait, ils se sont dit, elle, c'est quelqu'un qui pourrait avoir travaillé pendant 20 ans dans une boîte, en fait, qui vend du papier, quoi. Elle s'occupait du casting. Ouais. Tout à fait, c'était l'assistante du casting. Et en fait, du coup, ils lui ont dit, est-ce que tu veux... Parce qu'au début, c'était des rôles vraiment en arrière-plan, en fait. Est-ce que tu veux jouer ce rôle-là ? Et finalement, en fait, c'est un personnage qui a pris un tout petit peu de galon au fur et à mesure, comme Stanley, comme tous ces personnages-là. Et qui, moi, je trouve, en plus, c'est plutôt marrant parce que ça dénote, en fait, d'un truc. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est quand même assez volubile et assez ronde et tout. Et il te la présente comme un personnage très sexué. Ce qui est encore un truc que tu voyais pas forcément en fait à la télé, en fait, de te montrer des femmes un peu obèses, un peu machin, qui en fait avaient quand même une vraie sexualité, quelque chose, etc., qui jouaient avec ça, totalement épanouies, et avec un côté maternel en plus et tout ça, etc. Donc il y avait tout un truc comme ça. Le côté maternel, c'est attendu, on va dire, de ce personnage-là, mais le côté sexué, beaucoup moins. Et ça devenait, c'est pas seulement un gag, c'est aussi traité comme un truc plus ou moins, voilà. Donc il y a toute l'idée en fait d'aller chercher des gens qui sont des gens entre guillemets de la vraie vie en fait et de les mettre dedans parce que en fait il fallait que d'un seul coup on puisse avoir ce surplus de véracité en fait. Mindy Kaling par exemple pour l'ouverture en fait de Greg Daniels, Mindy Kaling qui est une des scénaristes à la base en fait de The Office, qui va se retrouver à être un des personnages récurrents en fait de la série ultérieurement. Kelly Kapoor, ouais. Kelly Kapoor exactement. C'est pareil, Greg Daniels il va vraiment la solliciter notamment, et elle était verte en fait à l'époque, elle en a parlé tout sur ses origines en fait. À tel point que ses parents, ils vont jouer dans un épisode spécial conçu autour d'une fête indienne extrêmement populaire en Inde, mais qui était totalement méconnue en fait aux États-Unis, quoi. Mais du coup, ça lui permet en fait, il a cette capacité, Greg Daniels, qui est finalement pas si fréquente que ça, à essayer de rechercher en fait dans les talents qui l'entourent, vraiment de chercher la pulpe en fait, toute la saveur en fait, pour vraiment varier en fait les goûts en fait de The Office. Oui, belle métaphore culinaire. Tout à fait. Il s'appuie finalement sur les réelles personnalités, les travers de ces comédiens, de ces comédiennes, pour alimenter la fiction et pour la rendre aussi plus authentique.
Tout à fait. Et puis ça permet de s'écarter évidemment des rôles des personnages de la version britannique. Exactement. B.J. Novak, par exemple, on avait déjà beaucoup parlé de son personnage dans un précédent épisode. Mais ce qui est intéressant, c'est que lui, évidemment, il n'est pas comme son perso. Je ne pense pas qu'il soit aussi méchant et tout, pas du tout même a priori. Mais par contre, ce qui est intéressant de B.J. Novak, c'est que lui, il est connu comme étant un mec très jeune, hyper talentueux. Donc finalement, si tu as un truc comme ça, en fait, si tu es déjà dans cette position sociale-là, forcément, ça va nourrir le personnage ultérieurement. Et ça va lui donner ce petit surplus en fait, d'authenticité qui va rendre la comédie encore plus percutante. C'est quasiment du casting psychologique, en fait. Parce qu'en fait, en gros, l'idée, c'est que... Et c'est d'ailleurs le problème, je pense, c'est que certains comédiens, en fait, derrière, ont eu beaucoup de mal à sortir de ce genre de trucs. Alors, par exemple, Steve Carell, lui, il était connu du Daily Show déjà. Mais en fait, il était en train de devenir une star. C'est-à-dire qu'en fait, il était poussé par, c'est-à-dire quand ils ont tourné le pilote, ils ont vraiment poussé pour qu'il soit Michael Scott, même s'il y avait Bob Odenkirk, en fait, qui est Saul, en fait, dans Breaking Bad, qui était aussi en lice. Et en fait, l'idée, c'était la présidente de Universal, en fait, Stacy Snyder, qui a insisté. Vraiment insisté. Elle a dit, moi, je veux que vous voyez, en fait, Steve Carell, je veux que vous lui laissiez une chance, je veux que vous, etc. Et ça faisait sens parce qu'au moment où ils ont fait les castings, c'était en 2003, quelque chose comme ça, il y avait un film qui était sorti, qui était un énorme carton en salle, qui était Bruce Tout-Puissant, avec Jim Carrey. Jim Carrey, c'est quand même un comédien qui prend énormément de place. Et il y a une scène qui est très drôle, parce que Bruce Tout-Puissant, c'est pas très drôle comme film, quoi, mais il y a une scène très très drôle, en fait, où Steve Carell joue un connard à la télé, un présentateur de télé, et en fait, il le joue vraiment comme un connard, et le personnage de Jim Carrey, qui a des pouvoirs divins, en fait, se moque de lui. C'est-à-dire qu'en fait, il lui fait parler, il lui fait, et c'est que de l'impro, parce que donner une espèce de charabia pas possible. Ça devient sa marionnette, un peu. C'est ça, exactement. Et tout le truc, en fait, c'est que Steve Carell est hilarant. En fait, dans la scène, il est vraiment hilarant. C'est-à-dire que vous regardez la scène sur Internet, si vous n'avez pas vu le film, voilà, il est vraiment très, très drôle. Et comme il a en plus ce rapport, en fait, un peu de mec hautain, pas très, doué pour les relations sociales et tout ça, etc., ils se sont dit, bon, ça voilà. Et Snyder, en fait, la présidente d'Universal disait, vous devriez le regarder parce qu'on va faire un film avec lui. Et ce film en question, c'était 40 ans toujours puceau, le film de Judd Apatow. Il a coécrit, Steve Carell. Voilà, et dans lequel il joue le rôle principal, en fait, d'un homme de 40 ans qui n'a pas encore fait l'amour, en fait, qui du coup, en fait, a construit toute sa vie autour de ça. Et toute l'idée du film, c'est est-ce qu'il va finalement pouvoir coucher avec quelqu'un qu'il aime, parce qu'il y a c'est une histoire d'amour aussi. Mais en fait, toute cette idée-là, donc autour du truc, c'était de dire, voilà, la starification de Steve Carell s'est faite vraiment. Elle s'est cristallisée autour aussi de la création de The Office, quoi. Et de ces films-là, quoi. Ouais, d'ailleurs, le 40 ans toujours puceau, ça sort avant la fin de la saison 1 de The Office, en tout cas avant le début de la saison 2, et ça contribue aussi... Ça cartonne avant que la saison 2 arrive. Ouais, et donc c'est ça là, déroule le tapis pour... Mais le switch arrive là, en fait. C'est-à-dire que tu vois, entre la saison 1, et Steph, on avait déjà parlé dans les épisodes, mais tu regardes la saison 1 et la saison 2, c'est plus du tout pareil. C'est-à-dire qu'on parlait de cette lumière très terne, en fait, de la série anglaise. Ils reproduisent un petit peu ça, en fait, dans la série américaine, dans la saison 1, uniquement dans la saison 1. Et Scranton, t'as l'impression quand même un peu plus que ça se passe à Scranton. Ils ont froid quand ils sortent. Il pleut, il fait pas beau, quoi, tu vois, alors que c'est tourné aux États-Unis, quoi, enfin, en Californie, pardon. Et Steve Carell, alors je sais pas s'il avait une calvitie naissante ou si c'était sa coupe, parce qu'il est coiffé en arrière beaucoup et avec beaucoup de gel. Alors du coup, ça rend son crâne très très apparent. Mais quand il en arrive, en tout cas sur la saison 2, ses cheveux, ils sont coiffés plus en avant. Il a je sais pas, il a peut-être un brushing ou j'en sais rien, mais du coup, ses cheveux cachent son crâne. En tout cas, ou alors il a eu des implants capillaires, je n'en sais rien. Mais du coup, je pense que c'est des implants capillaires. Il est plus comme ça, et surtout, il est mieux habillé aussi. Tu noteras que c'est vrai. Je sais pas, il y a des vêtements un peu trop petits. Il est un peu gros, tu vois, dans le premier, il est un peu malsain, comme l'été d'ailleurs, Brent. Il est engoncé. Il est engoncé dans le truc, ce qui ne sera plus le cas ensuite. Il a presque une élégance, en fait. Après, du coup, en fait, t'es moins mal à l'aise, en fait, là-dessus. Et du coup, en fait, à mon avis, c'est entre la saison 2 et la saison 3 que vraiment la version américaine va trouver son ton, en fait, et va vraiment, vraiment s'installer. La saison 3, elle est vraiment hyper drôle. Enfin, c'est peut-être ma préférée, d'ailleurs.
Mais en tout cas, Steve Carell, lui, voilà, il a une carrière derrière, on va dire. John Krasinski, qui joue Jim aussi, a une carrière derrière lui. Il est devenu réalisateur, etc. Alors lui aussi, physiquement, il a changé, on va dire. C'est-à-dire que c'est quand même c'est quelqu'un qui a quand même un nez un peu en patate, un peu machin, etc., etc. Ça s'est affiné avec le temps. Hein. Pas savoir s'il s'est fait faire de la rhinoplastie ou je sais pas quoi, mais par contre, il s'est musclé. Il joue dans des séries Tom Clancy, etc., Jack Ryan, tu vois. Donc, il tourne chez Michael Bay. Donc, il joue le héros d'action. Il a été question à un moment donné même qu'on lui donne le rôle de Captain America chez Marvel, hein, dans le MCU. C'était une des personnes qui était vraiment, en fait, en lice avant que Chris Evans finisse par avoir le rôle. Donc voilà, lui, il avait un potentiel de ce qu'on appelle le leading man, en fait, aux États-Unis, quoi. C'est vraiment le premier rôle, le meneur, quoi. Mais par contre, c'était un acteur qui n'était pas du tout. Enfin, il jouait dans des petits rôles. Je crois qu'il apparaissait. C'est quelqu'un qui vient de New York, en tout cas qui travaillait à New York à cette époque-là, qui apparaît dans des petits films genre Kinsey. Il a un petit rôle comme ça une journée, mais il était barman, je crois, même serveur ou un truc comme ça. Pam, par exemple, l'actrice qui joue Pam, Jenna Fischer, elle était standardiste à cette époque-là aussi. Et toute l'idée, en fait, de ce casting psychologique, on va dire, c'est d'aller chercher des gens qui savaient plus ou moins ce que c'était d'avoir un boulot, rébarbatif, tu vois, voilà. Et d'ailleurs, en fait, c'est une des conditions de la directrice de casting pour Jenna Fischer, c'était de lui dire, je veux pas, en fait, que tu sois sympathique. Ne te fais pas belle, voilà. Sois la plus ennuyeuse possible. C'est ça. Et du coup, en fait, elle en est arrivée, elle a compris le truc en disant, voilà, quand les gens... Parce que, en fait, ces castings-là, ça passe comme des espèces de castings, en fait, d'entretien d'embauche. Ils ont été pensés un peu comme ça. Ouais, et justement, j'avais une anecdote là-dessus. Enfin, tu peux peut-être le raconter toi. Hein. Je sais pas si c'est la même, mais en tout cas, Jenna Fischer disait, voilà, en fait, quand on lui a posé la question, est-ce que ça vous plaît d'être standardiste ? En fait, elle met un temps de pause. Elle répond juste non. Et il passe encore un long temps de pause derrière. Et là, tout le monde éclate de rire. Et en fait, elle a tout joué sur cette note-là. En fait, elle a joué vraiment sur l'idée que elle n'avait pas envie d'être là. En fait. C'est ça. Et en fait, ce que tu illustres, c'est l'anecdote que j'avais de manière plus globale. C'est le fait que les auditions de la série se sont déroulées sans aucun scénario, ce qui est quand même assez inhabituel dans le milieu. Les producteurs posaient des questions aux acteurs qui devaient répondre en se mettant à la place des personnages auditionnés. Alors, après, il y a quand même eu plus ça, c'est les premiers castings, je pense, parce qu'en fait, il y a eu plus de castings derrière. Par exemple, Rainn Wilson raconte que, en fait, il a d'abord été appelé, puis en fait, un mois après, on l'a rappelé. Enfin, ça prend beaucoup de temps, ces choses-là. Et mine de rien, en fait, c'est très important dans une série comme The Office, parce que, encore une fois, il ne s'agit pas de caster des gens qui ont une belle gueule ou qui sont, voilà, en fait, à cette époque-là. Le sitcom, il faut savoir que c'était, c'était encore une fois un genre un peu sinistré. Eux ne voulaient pas faire ça. Il y avait déjà la volonté, en fait, voilà. Le truc qui était hyper attendu à ce moment-là, c'est une série qui est totalement oubliée. C'est le spin-off, en fait, de Friends, qui s'appelait Joey, qui apparemment avait un énorme, capital, sympathie auprès de tous les gens qui avaient testé tous les spectateurs qui avaient déjà testé le pilote. Et c'était une idée, moi j'en ai vu, je me rappelle 2 épisodes à l'époque, c'était une idée tuée dans l'œuf en fait, parce que c'est le perso littéralement le moins intéressant de Friends en fait, Joey. Mais Joey, c'est un beau gars, c'est un tout ça, etc., etc. Donc en fait, c'était vraiment l'idée, le truc terminal. Et ça leur a servi d'exemple. En fait, ils se sont dit non, on peut pas faire ça en fait. On peut pas en fait aller chercher juste des gens qui présentent bien, qui sont bien coiffés, bien brunchés. Alors évidemment, comme l'a dit... Julien tout à l'heure, bah voilà, à un moment donné, ça a fini par devenir un petit peu ça quand même. C'était The Office parce que succès aidant, quoi. Mais à l'origine, c'était pas ça du tout, quoi. Sur la question du casting, ils cherchent aussi l'alchimie. Ça, c'est hyper important, quoi. Et il y a une anecdote, moi, que j'aime beaucoup, qui est très mignonne, en fait. C'est que quand elle a su qu'elle était embauchée, Jenna Fischer a dit... J'espère que vous avez embauché John Krasinski, quoi. Et quand John Krasinski a été embauché, il dit j'espère que vous avez embauché Jenna Fischer, quoi. Donc il y avait un truc quand même qui se passait entre deux et qui se sent en fait, en tout cas sur les premières saisons. C'est pareil, je trouve qu'il y a un truc, ça fait pas faux en fait. Tu arrives à y croire complètement en fait quand tu vas la dragouiller à son comptoir en mangeant des M&M's. C'est-à-dire que c'est hyper important en plus ça. C'est-à-dire dans encore une fois, dans l'idée que tu fasses
que le spectateur en fait puisse ressentir en fait qu'il y a de l'amour entre eux, en fait qu'il y a de l'envie entre eux, etc., en fait qu'il y a du désir, tout ça, c'est hyper important. Si les deux acteurs se détestent, bah ça passera forcément moins, quelle que soit la qualité d'écriture, quelle que soit la qualité de mise en scène, etc., Là, c'est vraiment le petit plus d'âme en fait qui est important, quoi. Je pense qu'on va se garder ça pour la prochaine émission et on va refermer cet épisode-ci dans le prochain épisode. Donc, voilà, c'est bientôt fini, mais pas encore. De quoi est-ce qu'on va parler dans le prochain épisode ? L'importance de The Office, j'imagine, l'héritage. J'ai bien lu mes notes. Ouais, on va parler de l'héritage. Le dernier épisode de The Office remonte à 2013, mais la série, elle continue à faire parler d'elle depuis. Donc, on va faire un petit bilan. On parlera également à nouveau de Greg Daniels pour parler un petit peu de ce qu'il a fait après. Et puis, on reviendra, comme tu le disais, sur l'héritage de la série et tout ce qui en a découlé, tout ce qu'elle a laissé derrière elle. Julien, Stéphane, merci de m'avoir accompagné pour le 3e épisode de cette collection. Merci Clémence. Merci Clémence. We Love Series, c'est fini pour aujourd'hui. Pour suivre les prochains épisodes ou réécouter celui-ci, rendez-vous sur welovecinema.bnp Paribas et sur vos applis de podcast. Nous, on se retrouve mardi prochain pour la suite de cette collection consacrée à The Office. À très vite.